Le Canada est resté un peu dans les mines. Tout ce qui est minier et autres, là, c'est ça un peu le focus canadien en Afrique. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'agribusiness, il y a l'énergie, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec l'Afrique. C'est pour ça que pendant le forum, c'est ça que nous mettons en face. Nous faisons comprendre aux Canadiens qu'on peut dealer avec l'Afrique. Quelle est selon vous la conséquence sur l'intégration des Afro-descendants au Canada? Oui, alors, le Parti conservateur, je ne peux pas parler pour ce parti-là parce que je ne connais pas très bien qu'est-ce qu'il prévoit faire. Mais le Parti libéral, oui, a ouvert beaucoup de portes pour les Afro-descendants que nous sommes. Et ils ont voté beaucoup de budget pour l'immigration, raison pour laquelle on peut parler aujourd'hui du fonds. Il y a eu un fonds de 250 millions de dollars qui a été déposé pour la communauté afro-descendante. Je me dis, la politique, mais je ne suis pas politicien. On me dit, non, au Canada, personne n'est politicien à la base. On ne va pas dans les écoles de politique ici. On est un leader communautaire à la base et puis on démontre qu'on a la cause communautaire et puis on se présente. Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur notre plateforme Écho du Territoire télévision sur YouTube en direct. Merci également de partager ce grand moment de télévision sur notre chaîne de YouTube. Et cette fois-ci, nous recevons une personnalité qui est quand même marquante et remarquable sur la scène au Canada, notamment à Ottawa, où il vient de recevoir un prix, une distinction honorable, la distinction de l'Ordre d'Ottawa. C'est une reconnaissance qui souligne sa contribution exceptionnelle à la vie professionnelle et communautaire de la ville d'Ottawa dans les domaines de l'éducation et de l'entrepreneuriat ainsi que des affaires. C'est le président directeur général de l'Africa Development Network ADN que nous recevons, mais davantage, c'est un promoteur événementiel, notamment. Vous avez tout récemment organisé le Forum international des affaires à Ottawa. Bienvenue, Franklin Epapé. Merci de me recevoir. Eh bien, merci de nous retrouver, Franklin Epapé. Vous êtes citoyen de Ottawa. Oui. À l'instant où nous parlons, Ottawa également est très au courant de cette affaire qui défraie la chronique, la démission de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, une annonce tonitruante qui suscite de nombreux débats au sein de la communauté africaine. Dites-nous comment vous avez vous reçu cette nouvelle en tant qu'afro-descendant? Oui, c'était prévisible. Mais c'était aussi un peu triste, il faut l'avouer. Mais c'était prévisible parce qu'il y avait déjà trop de tensions à l'intérieur du Parti libéral fédéral. Raison pour laquelle je pense qu'à l'interne, il a dit, à l'interne, c'est souvent plus difficile de gérer les choses. Alors, c'est juste un peu triste pour notre communauté parce que son gouvernement, quand même, c'est l'un des gouvernements qui a voté beaucoup de fonds pour la communauté afro-descendante que nous sommes. Donc, oui, je trouve que c'est assez triste. Mais bon, je pense aussi qu'il était un peu aussi le temps de passer à autre chose. Quelle est selon vous la conséquence sur l'intégration des Afro-descendants au Canada? Oui, alors, le Parti conservateur, je ne peux pas parler pour ce parti-là parce que je connais pas très bien qu'est-ce qu'il prévoit faire. Mais le Parti libéral, oui, a ouvert beaucoup de portes pour les Afro-descendants que nous sommes. Et ils ont voté beaucoup de budget pour l'immigration. Raison pour laquelle on peut parler aujourd'hui du fonds. Il y a eu un fonds de 250 millions de dollars qui a été déposé pour la communauté afrodescendante pour les entrepreneurs. Alors, il y a ces fonds-là que je ne pense pas que le Parti conservateur va reconduire. Ils sont là pour la coupure, habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous restons en observation, mais je pense que c'était encore idéal d'avoir le Parti libéral. Parti libéral, bien sûr, qui va connaître, qui aura bientôt un nouveau leader. Je suis sûr que la communauté africaine est accrochée pour savoir qui va désormais être le leader. Mais est-ce que vous formulez quand même un vœu par rapport à la suite de cette actualité? Bon, oui, parce que j'ai l'un de mes meilleurs amis qui se présente, il s'appelle Chandra Arya. C'est mon très bon ami. C'est un peu comme mon mentor quand j'entrais en politique en 2018. Mais bon, il est indien et il a pas beaucoup de chance. Mais si il y avait possibilité, oui, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la cause noire. Depuis que nous on est ici, on a beaucoup travaillé avec lui. Alors, c'est un souhait, mais bon,
on est aussi réaliste un peu. Au niveau du parti, pour le moment, il n'y a pas encore une tête, en fait, qui s'est présentée que je pense que je peux supporter. Mais nous attendons de voir un peu la suite, ce que ça va donner. Est-ce que il y a une problématique, selon vous, qui devrait être au centre comme un grand enjeu pour la communauté africaine dans cette démarche pour remplacer Justin Trudeau? Oui, le Parti libéral, à partir du fin mois de mars, nous allons choisir notre nouveau leader du parti. Moi, je souhaite que la communauté s'implique pour ceux qui pensent que ce parti-là a ramené quelque chose à notre communauté. Oui, il y a des enjeux. Bon, maintenant, c'est vrai que de l'autre côté du pont, si vous voulez, il y a Donald Trump qui est arrivé et ça reste un peu le focus du Canada en ce moment. Donc, il y a plein de choses qu'il est en train de dire qu'il va faire. Est-ce que nous allons devenir la 51e province? Et vous en parlez justement, j'allais embrayer sur cette actualité, effectivement, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Canada. Cette menace de faire du Canada le 51e État des États-Unis d'Amérique. Est-ce que, pour vous, un afro-descendant, immigrant au Canada, c'est quelque chose qui sonne comme une menace réelle ou alors ça ne vous dit pas grand-chose? Bon, je sais pas si quand Poutine attaquait l'Ukraine, c'était prévisible. Donc, on va pas arriver là, mais oui, il faut prendre les choses au sérieux. Il faut prendre les choses au sérieux parce qu'en fait, c'est notre voisin le plus proche. Et puis, pendant longtemps, jusqu'à présent, ils sont plus de 350 millions. Nous faisons toujours les affaires avec eux. Donc, c'est vrai qu'on a quand même un peu peur parce qu'on ne sait pas ce que 25% d'augmentation, c'est pas petit. Raison pour laquelle nous essayons un peu de ramener les choses à l'ordre, à lui faire comprendre que non, nous sommes partenaires. Mais je pense plutôt que c'est maintenant que l'Afrique doit jouer son rôle. Parce que quand nous créons Impact Diaspora International Business Forum, c'est pour dire aux Canadiens qu'il n'y a pas que les États-Unis. Il y a l'Afrique qui vous regarde. On peut investir en Afrique. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, on peut se positionner. Mais bon, espérons simplement que Trump va arriver, il va faire son affaire à la Trump et il va pas beaucoup déranger le Canada. Et nous allons pouvoir nous positionner comme communauté afro-descendante. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider, cette menace, ça pourrait aider pour que le Canada ouvre enfin les yeux sur l'Afrique, s'intéresse davantage à l'Afrique comme terre d'investissement? Oui, ça peut aider. Juste que ça va vraiment déranger l'économie. Ça va vraiment déranger l'économie canadienne qui est quand même assez liée à l'économie américaine. Mais oui, ça peut aider et ça va permettre de comprendre qu'on peut faire des affaires avec d'autres pays. Est-ce que vous avez l'impression que les Africains ou alors les pays africains comprennent la nécessité de faire affaire avec le Canada? Oui, beaucoup. C'est plutôt l'inverse. C'est le Canada qui a pris du temps à comprendre qu'il peut dealer avec l'Afrique. Le Canada est resté un peu dans les mines. Tout ce qui est minier et autres, là, c'est ça un peu le focus canadien en Afrique. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'agribusiness, il y a l'énergie, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec l'Afrique. C'est pour ça que pendant le forum, c'est ça que nous mettons en face. Nous faisons comprendre aux Canadiens qu'on peut dealer avec l'Afrique. Oui, on dit que l'Afrique est loin, les États-Unis, c'est à côté, mais pourquoi est-ce que tout le monde va en Afrique? Pourquoi est-ce que la Chine, la Russie, ils vont en Afrique? C'est parce qu'il y a la possibilité de faire de très belles affaires avec l'Afrique. Raison pour laquelle nous, afro-descendants, nous pensons qu'il est vraiment temps de donner cette opportunité-là aux Canadiens de travailler avec les Africains. C'est une opportunité, bien entendu, qui est réelle, mais est-ce que vous pensez qu'elle présente quand même des obstacles? Qu'est-ce qui pourrait être, pour vous, des obstacles à l'intérêt que pourrait avoir le Canada à l'Afrique aujourd'hui, surtout aux investisseurs canadiens? Oui, la distance. C'est un facteur que je savais pas jusqu'à ce qu'on crée Impact Diaspora International Business Forum. Tout entrepreneur canadien va te dire, écoute, là, ils sont 350 millions à côté. Alors, si mon business marche là-bas, pourquoi est-ce que je vais aller investir en Afrique? C'est loin. Par contre, oui, c'est loin, mais c'est là-bas où ça se passe, les business. Donc aujourd'hui, nous amenons à comprendre que les choses changent en Afrique. Et vous voulez réduire les distances? Oui, on veut réduire les distances. Dans l'imagination. Oui, c'est pour ça que je pense que en tant qu'afro-descendants, en tant que diaspora, c'est nous qui devons réduire les distances. Parce que beaucoup d'entre eux voient effectivement l'Afrique très loin. Alors nous sommes proches d'eux, nous leur faisons savoir que l'Afrique n'est pas si loin que ça. Si vous prenez le temps de comprendre et de voir comment ça se passe en Afrique, vous allez comprendre que vous allez avoir votre épingle du jeu.
dans tout ce qui se passe en Afrique en ce moment. Alors, plusieurs vont vous dire que, écoutez, quand nous regardons dans Google, l'Afrique est dans le rouge. Beaucoup de pays africains, c'est le rouge. Mais nous leur disons que vous pensez que la Chine ne voit pas le rouge? Ou encore la Russie ne voit pas le rouge? Non, il faut aller au-delà de ça. Alors, ça donne la possibilité aux Canadiens de comprendre un peu c'est quoi l'Afrique et comment investir. Maintenant, nous, afro-descendants, nous sommes dans plusieurs pays d'Afrique. Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Guinée, Bénin, Mali, à nous Sénégal. de leur dire, oui, nous sommes Canadiens aujourd'hui, mais nous venons de ces pays-là. Et nous pensons que si vous ouvrez les yeux, vous allez avoir la possibilité d'investir dans ce pays. Est-ce que derrière vous, vous n'avez pas laissé un obstacle majeur qui est la mauvaise gouvernance dont parlent beaucoup d'observateurs aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas un problème aussi? Oui, ça reste un problème. Un entrepreneur va vous dire que où tout le monde voit le danger, lui voit une opportunité. Et c'est pour ça que les Chinois investissent en Afrique. Est-ce qu'ils ne pensent pas que demain les régimes changent et ils peuvent perdre des choses? Non, 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 ça peut arriver. Il faut juste savoir investir. Oui, il faut regarder. Il faut savoir comment placer. Il faut faire savoir comment faire ses placer. placements. Faire son placement. Les sécuriser. Les sécuriser. Et puis, je pense qu'à un moment aussi, les choses sont en train de changer en Afrique. Oui, on est toujours assez inquiet de ce qui va arriver, mais on peut investir aujourd'hui et gagner. Donc, c'est tout ce que nous disons aux Canadiens. Franklin Epapé, parlons de votre intégration au Canada. Oui. Je voudrais quand même souligner que vous faites partie des jeunes loups africains, afrodescendants, qui sont intéressés à la politique à Ottawa. Alors, parlons-nous un peu de la première fois où vous décidez de briguer un mandat électif à Ottawa. Racontez-nous un peu. Oui, alors, effectivement, j'étais déjà dans la communauté, parce que c'est un peu comme ça que... Nous sommes en quelle année? Nous parlons ici en 2016, quand j'entre dans Coca-Co qui est la communauté camerounaise d'Ottawa-Gatineau, où je suis le vice-président. Je travaille avec un bureau qui est quand même... La communauté était un peu en train de se perdre. On est venu nous chercher en tant que leader, de rehausser un peu l'image de la communauté. Donc, on a vu comment ça se passait, le leadership communautaire, comment est-ce qu'il fallait travailler avec sa communauté et d'autres communautés. Et ça nous a permis de côtoyer aussi d'autres communautés. Et de là, quelqu'un m'a proposé qu'écoute, tu es leader communautaire, je vois comment tu fais pour les afro-descendants. Tu es assis à CAO, African Canadian Association, tu es assis à SICAN, Coopération Intégration Canada, tu es assis dans pas mal de conseils d'administration, ça veut dire que tu es un leader charismatique. Alors, essaye de voir comment est-ce que ça se passe dans la politique et autres. Je me dis, la politique, mais je suis pas politicien. On me dit, non, au Canada, personne n'est politicien à la base. On ne va pas dans les écoles de politique ici. On est un leader communautaire à la base, et puis on démontre que on a la cause communautaire, et puis on se présente. Donc, c'est de là que, en 2018, je décide de me présenter aux élections municipales. J'avais en tête d'être le premier noir conseiller municipal de la capitale fédérale canadienne. Et puis, ça s'est très bien passé. J'ai pas gagné cette année-là, mais je pense que c'est ça qui a ouvert toutes les portes. Vous avez beaucoup appris. Oui. Et vous avez également eu l'opportunité de parler au Canada. Oui. Parce que une élection, c'est toujours un moyen de s'exprimer et de soutenir des causes. J'adore ces parties-là parce que j'avais toqué 10 000 portes. Et je peux vous garantir que parler aux gens là... Ça veut dire qu'il y a 10 000 portes ou 10 000 familles, 10 000 foyers qui connaissent bien Franklin Epapé à Ottawa. Oui. Ce qui est un gros acquis. Vous comprenez pourquoi nous avons invité ici Franklin Epapé. Est-ce que c'est difficile, à votre avis? Il y a une intensification quand même de l'immigration des afro-descendants au Canada ces dernières années. C'est en train d'être refermé un temps soit peu, on en parlera, mais quand même, en quelques années, il y a eu un bon nombre d'Africains, de Noirs qui se sont installés au Canada, mais leur intégration au Canada pose problème par la suite. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment difficile ou facile peut être l'intégration d'un Africain dans un pays de l'Afrique du Nord, de l'Amérique du Nord comme le Canada? Oui, alors, en termes d'intégration, je reconnais quand même qu'il y a beaucoup d'afro-descendants qui sont entrés, pas que les Camerounais. Mais avant qu'ils n'entrent, ils ont trouvé beaucoup d'Ukrainiens qui sont entrés. Avant que les Ukrainiens entrent, ils ont trouvé beaucoup de Syriens qui sont entrés. Donc, parfois, on crée un peu l'amalgame. Ce n'est pas que nous.
Parce qu'on nous accuse à un moment que nous sommes en train de déranger à la limite Il y a l'économie des du Canada. Indiens, il y a des Beaucoup, Pakistanais. oui, ils sont nombreux qui entrent tous les Oui. jours. Mais c'est facile toujours de regarder qu'on a. Mais je reconnais aussi que les 3 dernières années, il y a une grosse communauté afro-descendante qui est entrée au Canada. Pour nous, c'est pas une mauvaise chose. Ça démontre au moins qu'on a une communauté qui est en train de grandir. Maintenant, en termes d'intégration, je reconnais qu'il y a beaucoup de challenges. Mais l'intégration, moi, je dis toujours que c'est du cas par cas. Parce que le noir qui vient de la France ou bien celui qui vient des pays d'Afrique qui avait déjà des choses à faire là-bas, qui étaient occupés, quand il arrive, il s'intègre plus facilement que le cousin qu'on a pris dans un coin du village et on a réussi à faire intégrer au Canada. Mais la vérité aussi, c'est que il y a les challenges en termes de trouver les maisons. Il y a des challenges en train de trouver des emplois parce que l'immigration, quand même, je pense qu'il y a un boom qu'on n'avait pas prévu. Mais je dis toujours, le Canada est l'un des plus beaux pays au monde. Quelles sont les difficultés que vous aurez rencontrées? Il y en a eu quand même. Oui, moi, à mon époque, il y avait beaucoup de challenges aussi. Maintenant, nous, on a eu la chance qu'on arrivait, on était bilingue. Parce que je pense que c'est un côté qu'on oublie souvent. Nous, on arrivait, on était déjà bilingue à la base. Bon, on va nous dire que l'anglais qu'on parle au Cameroun, c'est pas le même. Mais oui, mais au moins, on avait un anglais communicationnel. C'est l'anglais. Qui nous a ouvert les portes. Contrairement à celui qui arrive à Ottawa, qui est complètement francophone, il va faire face au challenge. De la langue. De la langue, pour avoir des petits jobs comme nous, on a eu quand on est arrivé. Donc, on a déjà ce challenge-là qu'on arrive et qu'on est unilingue. Par contre, il faut aussi être assez curieux. Parce que j'ai vu des gens qui ont une intégration facile, malgré les challenges. Et il y a d'autres qui sont arrivés, qui n'ont pas été très curieux. Ce qu'on appelle l'intégration, c'est une réalité. Si vous arrivez et vous ne cherchez pas à comprendre comment ça se passe dans un pays, l'intégration va être plus difficile. Par contre, quand vous arrivez, que vous êtes curieux, et que vous voulez vraiment vous intégrer, ça fait que les choses sont un peu plus faciles. Alors, il y a toujours des challenges, mais il y a toujours des opportunités. Et je pense aussi humblement que quand on est vraiment curieux et on veut savoir comment ça se passe, on réussit à trouver des brèches et on réussit à s'en sortir. Et vous avez pu être curieux et vous avez trouvé des brèches au point de devenir homme politique à Ottawa, mais surtout de recevoir une distinction honorifique de la ville d'Ottawa, notamment celle de l'Ordre d'Ottawa. Ça sonne en Afrique comme une secte, une association bizarre. Mais dites-nous, c'est quoi la distinction de l'Ordre d'Ottawa? Expliquez-nous. J'adore cette question et j'en ris parce que je me suis retrouvé dans plusieurs affaires où on a dit qu'il est entré dans quelle loge, confrérie. On m'a sorti tous les thèmes. Non, en fait, à Ottawa, nous sommes 1,2 million en termes d'habitants. Et dans les 1,2 millions, je suis pas le seul. Il y a 15 personnes qui se distinguent chaque année et qui sont reconnues par la ville d'Ottawa. Alors, la ville d'Ottawa a décidé de ce prix-là en 2012 pour les leaders communautaires, vous voulez, ou les membres de la communauté qui se distinguent, qui valorisent leur communauté. Alors, sur cette base-là, il y a un groupe qui siège, incluant le maire, les conseillers municipaux, le responsable de la police, il siège, et il y a des gens qui donnent des nominations. Et sur cette base-là, on enquête un peu sur vous et puis on regarde si vous méritez de recevoir ce prix-là. Parce que partout où vous vous présentez maintenant, vous êtes ordre de la ville d'Ottawa. Donc, ça veut simplement dire que vous répondez un peu au nom de votre ville parce que vous êtes distingué en tant que l'un des meilleurs citoyens. Et ça fait de vous un ambassadeur de la ville aussi? Oui, et puis je vais vous raconter une anecdote rapide. Quand le maire est arrivé, pendant qu'on faisait Impact Diaspora International Business Forum, il était très déçu de ne pas voir ma médaille. Donc c'est pour vous dire que oui, vous êtes un peu l'image de la ville, oui. Est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté de recevoir cette distinction? Beaucoup de joie, je peux le dire, beaucoup de joie parce que il y a quelque chose d'être reconnu par sa communauté et il y a autre chose quand c'est toute une ville qui reconnaît que vous créez de l'impact. Oui, j'étais très content au point où il y avait un événement. Il y avait 2 événements. La première journée, c'était à la ville. La deuxième journée, c'était avec les ambassadeurs où, aujourd'hui, je peux remercier l'ambassadeur du Cameroun, son excellent Ngwese, qui a fait le déplacement pour venir reconnaître le Camerounais que j'étais. Donc, ça fait beaucoup plaisir.
Eh bien, ce n'est pas que ça que vous avez à votre actif. Vous êtes entrepreneur. Et parlons un peu de votre parcours entrepreneurial. Vous êtes le président directeur général, je l'ai dit tantôt, de l'ADN. L'ADN, c'est Africa Development Network, mais vous êtes aussi promoteur de votre entreprise Benz. Et j'étais curieux de savoir que Benz, c'est quand même de la médecine que vous faites, alors que vous n'êtes pas médecin. Commençons par là. Qu'est-ce qui vous inspire à mettre sur pied une entreprise médicale? Alors, quand je pars au Cameroun, je trouve que mon père, il est malade. Et je n'aime pas trop la façon dont on s'occupe de lui. Alors, je cherche quelqu'un qui va s'occuper de lui à la maison. Et je cherche une infirmière. Et je trouve un infirmier qui s'occupe assez bien de lui. Il savait que cette période-là, je suis en train de transiter et je suis en train de venir en France. Je suis en train de venir au Cameroun parce qu'à l'époque, j'ai fait un soin en France. Et ici, quand j'arrive, malheureusement, un peu... c'est comme, on vous dit, ou vous faites enseignement, ou vous faites soins infirmières. C'est ce que nous, on avait à cette époque-là. Alors, je fais un peu dans les deux, et je suis accepté dans les deux, et puis je pars dans le domaine de la santé. Et puis, moi, j'ai toujours développé ce côté business-là, dans lequel je pense qu'on peut changer les vies des gens en faisant de l'argent. Il faut le dire ainsi. C'est comme ça que j'ouvre donc Benz Healthcare en 2015. Et, au Cameroun? Ici au Canada, en 2015, ouais. Avec des partenaires, on se sépare. J'ouvre à nouveau en 2017 et on commence donc à travailler avec les aides-soignants, les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers auxiliaires et les infirmiers. Donc, et ça commence à marcher. Pendant que ça marche ici, nous avons la pandémie et je vais au Cameroun ouvrir la même structure avec les partenaires aussi qui ont cru en ce projet-là. Donc, j'ai la chance de rencontrer le ministre Manaouda qui nous facilite les choses. On a nos agréments et puis nous sommes cette structure-là qui donne les soins à domicile. Et puis, ça se passe plutôt très bien. C'est assez rare quand même en Afrique de voir une structure qui donne des soins à domicile et ça mérite d'en parler. Oui. Effectivement. Est-ce que vous avez du succès, de la réussite? Est-ce que les populations camerounaises comprennent aussi bien ce service que ceux du Canada? Au départ, je reconnais que c'est un challenge parce que c'est pas dans nos mentalités là. Nous, quand on est malade, on part à l'hôpital. C'est pas l'inverse. Oui, quand on est malade, on part à l'hôpital ou on part chez le docteur du coin. Alors, si vous nous dites qu'il y a quelqu'un qui vient, non, au départ, on a cru que ça devait être très cher, que c'est pour les riches et autres. Non, on les amène à comprendre que non, c'est pas le cas. Le prix, il est comme si on partait faire une consultation à l'hôpital. Juste qu'au lieu de vous déplacer, on envoie quelqu'un à la maison. On trouvait en fait que c'était un grand luxe et qu'on n'avait pas besoin de ça. Et aussi, il y a des quartiers où c'est quand même un peu difficile d'accès. Mais effectivement... Les quartiers périphériques. Oui. Mais bon, on a essayé de changer la donne. On travaille sur les mentalités. C'est pas encore gagné, mais ça commence à prendre de son envol. Au point où il y a d'autres structures aujourd'hui qui font un peu ce que nous faisons au Cameroun aussi. Et l'Africa Development Network, oui, qui est une autre de vos affaires, une autre entreprise, en quoi est-ce que cela consiste? Quels sont les services que vous offrez? Alors, Africa Development Network, un peu, nous avons pensé à ce projet-là il y a 10 ans passés. À la base, c'est même pas moi, c'est un ami qui s'appelle André Galois Zambou qui vient me dire que, bro, j'ai un projet comme ça et tout le monde trouve ça très bête. Je vais le dire ainsi, tout le monde trouve ça très bête. Je vais au Cameroun, quand je reviens, je lui dis, mais ton projet là, je pense qu'on peut faire quelque chose de ça. C'est comme ça qu'on crée ADN, Africa Development Network. Et puis, à la base, c'est vraiment de valoriser l'entrepreneur afrodescendant, créer le networking et être présent pour la communauté. C'est comme ça qu'on crée Africa Development Network. Et ensuite, dans le gouvernement fédéral nous fait confiance, on reçoit quelques fonds pour donner la possibilité aux entrepreneurs afrodescendants de pouvoir créer leur business. On met donc sur pied des programmes entrepreneuriaux, pré-incubation, incubation, accélération. Et on est censé avoir 200 entrepreneurs. Mais au finish, on a le double. On a 400 jeunes entrepreneurs qui créent leur business. La demande est forte. Oui, la demande est forte. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a une communauté afrodescendante qui veut se réaliser en fait. Donc, ce qui était magnifique. Alors, on a eu la chance de s'asseoir sur les tables avec les gens comme la ministre Mary-Ann du Commerce international qui nous a fait comprendre que, écoutez, si vous avez des entrepreneurs ici et que ça marche, pourquoi ne pas développer votre business et penser export international et autres? C'est là où ça nous a cliqué. On a nommé sur pied Impact Diaspora International Business Forum où nous donnons la possibilité aux entrepreneurs canadiens
de côtoyer les entrepreneurs africains, aux entrepreneurs africains, de côtoyer les entrepreneurs canadiens et les investisseurs. Alors, on a pensé qu'on va être ce pont-là. Parce que oui, effectivement, il y a des accords étatiques, mais qui sont un peu plus complexes. Alors nous, en tant que diaspora, on peut jouer notre rôle. Je peux facilement connaître un businessman ici qui est intéressé par l'Afrique et par mon biais, on crée une connexion. Donc nous avons commencé comme ça et nous avons créé dans ce forum-là qui marche très bien, Impact Diaspora Business Forum, qui a déjà créé des partenariats solides avec notre partenaire de East African Power. Il est en train de finaliser un business de 250 millions de dollars au Congo pendant que nous parlons. En ce moment, ils sont bien établis en Ouganda, Zimbabwe, Rwanda, et nous sommes en train d'amener l'un de nos partenaires dans le agribusiness qui paie 50 milliards de dollars investis dans les projets en Afrique, incluant le Cameroun, dont ça porte les fruits que nous avons toujours souhaité que ça porte. Et avec ADN, vous mettez en place le grand forum, oui, qui est Forum international des affaires à Ottawa. Oui. Vous avez eu une édition du 21 au 23 novembre dernier. C'était la première? Non, c'était la 4e édition. 4e édition. Oui, parce que la première édition, on avait eu comme, parce qu'on a toujours les special guests, comme on avait eu quelques special guests, comme la conseillère Yelu, qui est la conseillère du président Tshisekedi. La deuxième année, on a eu le docteur Amala Sidibé, qui était secrétaire général adjoint des Nations Unies, sous Kofi Annan. Et cette année, effectivement, nous avons eu la vice-présidente de la Chambre des communes du Maroc. Donc oui, nous avons quand même des partenaires assez solides qui nous donnent la possibilité de pouvoir reproduire effectivement le sommet chaque année. Et ce forum international des affaires à Ottawa, c'est un forum qui est mis en place et qui vise, quel est l'objectif définitif de cette initiative? Oui, j'adore la question parce que le forum, en fait, c'est pour donner la possibilité aux afrodescendants de créer les partenariats entre le Canada et l'Union africaine. Dans le business, dans le commerce, dans tout ce que vous voulez. C'est pour ça que le forum, habituellement, il est pour 3 jours. On m'a toujours dit, mais Franklin, 3 jours, c'est lourd. Non, c'est pas lourd parce que la première journée du forum, nous allons au Parlement canadien. C'est politique. Alors, c'est là où nos ministres qui sont venus de l'international rencontrent des ministres canadiens. On a un panel qui parle un peu de ce que le Canada pense faire avec l'Afrique et ce que l'Afrique souhaite faire avec le Canada. La deuxième journée, nous avons une grande exposition au niveau du Shaw Center, où les entrepreneurs et les entreprises peuvent donc exposer leur business et faire du B2B et entrer en contact avec ceux qui sont intéressés comme partenaires, comme investisseurs. Et nous avons donc aussi le gala, qui est souvent la partie relax du business. On a fait connaissance, on a parlé, maintenant on peut se réjouir. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les moments de détente, on peut signer aussi des contrats très importants. Alors, ceci donne la possibilité à notre communauté de se démarquer et de pouvoir penser au pays d'où nous venons. Parce que je peux vous garantir qu'aujourd'hui, moi, j'ai créé une entreprise ici que j'ai ramenée au Cameroun, je peux déjà vous dire la résilience qu'il faut pour avoir un business au Cameroun. Mais je peux aussi pour vous dire que ça marche. C'est si compliqué? Oui, oui, il y a des challenges quand même, je le reconnais. Je reconnais qu'il y a beaucoup de challenges. Mais oui, il faut être persévérant. Et puis c'est une transition facile pour parler justement du Cameroun, votre pays, qui est sous tous les projecteurs cette année, avec l'échéance électorale qui s'en vient là, l'élection présidentielle, un grand enjeu parce que nous avons à la tête Monsieur Paul Biya qui est à 42 ans bien sonné au pouvoir et dont la reconduction, la représentation comme candidat fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Avez-vous suivi le discours de fin d'année du président de la République du Cameroun? En tant que Camerounais, ça vous intéresse d'avoir une oreille? Oui, toujours. Je suis attentivement les choses qui se passent au Cameroun. J'y suis tous les 90 jours. Donc, c'est clair que il faut que je sache un peu les enjeux, comment ça se passe. Effectivement, j'ai suivi le discours du président Paul Biya, que je trouve pour quelqu'un de 92 ans, quand même, il est quand même assez solide, hein. Il y a ceux ici à 92 ans qui n'arrivent même plus à marcher. Bon, de là à se représenter, je pense qu'il aime son pays. Et il pense qu'il peut toujours faire de belles choses pour son pays. Beaucoup de Camerounais le pensent, mais d'autres aussi veulent quelque chose de différent. Maintenant, moi je dis toujours, c'est pas très compliqué de vouloir quelque chose de différent. C'est d'aller voter simplement. If you need a change,
let's go for the vote. Mais en tant que jeune Camerounais, vous comprenez quand même ce besoin de changement exprimé Oui, je comprends. On a parlé de Justin Trudeau ici. Il a fait 9 ans. Et c'est parce que les gens veulent le changement qu'il est en train de partir. Il a démissionné. Alors, il a compris ce vent de, besoin des changements. Il a compris ce besoin et il s'est dit qu'il pouvait laisser la place à une autre personne. Maintenant, il y a comprendre le besoin et de penser aussi que peut-être il n'y a pas encore quelqu'un qui peut faire le travail que je fais. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il y a une complexité quand ça arrive un peu au Cameroun. Il y a une grosse complexité, mais je pense que oui, c'est bon un vent de renouveau. Mais il faut le faire de façon très pacifique. Donc, si le président en place se dit qu'il peut encore faire des choses pour son pays, parce qu'il a dit, je pense que dans son discours, il a dit que les Camerounais lui font encore confiance. Alors, c'est les jeunes qui vont dire, les unes vont dire si on lui fait encore confiance ou pas. Est-ce que il y a un vœu que vous formulez pour l'avenir de votre pays? Oui, tout ce qu'il y a de meilleur pour le Cameroun. Est-ce que c'est le président Paul Biya qui peut encore faire quelque chose de bien pour le Cameroun? Oui, qu'il reste que là. Est-ce que c'est le changement qui va faire quelque chose de bien pour le Cameroun? Oui, il faut qu'il y ait ce changement-là. Eh bien, Franklin et Papé, on va aller cette fois-ci fermer cette émission, cet entretien, mais cette fois-ci, non sans faire un clin d'œil à une région qui devrait accueillir les Africains, les Afro-descendants, le 7 février prochain, c'est la région de Mégantic, notamment la MRC du Granit, qui accueillera à Lac Mégantic la première édition de l'événement Réseau Gala Canada-Afrique, placé sous le patronage de Madame la préfète Monique Ferrivon Lenoir. Vous avez été convié à cet événement, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez que les Africains se déplacent pour aller dans une contrée aussi reculée que Lac Mégantic pour un événement de réseautage? Alors déjà, moi, j'avais jamais mis pied au Lac Mégantic avant, donc je suis excité d'aller voir ce qui se passe là-bas. Mais je trouve que c'est un peu de ça aussi qu'on a besoin. Il y a une concentration qu'on fait toujours dans les grandes villes qui n'est pas toujours très agréable. Il y a les opportunités ailleurs. Il y a toujours des opportunités ailleurs. Si les gens y vivent, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Allons les chercher, cette opportunité-là. Et maintenant, nous avons la chance d'avoir dans cet événement-là, je serai présent. J'ai hâte d'y être parce que le réseau, en fait, on le trouve partout, au Canada. Peut-être c'est là-bas qu'on va trouver notre entrepreneur qui va être intéressé d'investir au Cameroun. Parce qu'il va voir des Camerounais qui n'ont pas eu la chance de voir. Alors moi, je tire d'abord déjà mon chapeau à vous qui avez pensé qu'il faut qu'on s'y rende là-bas. Parce que nous, ça a toujours été Ottawa, Montréal, Toronto. Non, il est temps que nous allons ailleurs. Alors, je serai présent, je le dis, je serai présent avec tout le conseil d'administration de ADN, à qui je dis un salut, André Gallois-Zambou, Isidore, on va être présent. À Lac Mégantic. Au Lac Mégantic et à tout le conseil d'administration de Ben Service de Santé, qui est au Cameroun et qui est ici. Alors, je pense à plein d'amis que je peux pas citer tout le monde, mais le docteur Annie Gabala, qui est toujours présente, docteur Fonkou, je peux citer madame Ningui, qui est toujours présente, qui est toujours prête pour travailler avec nous, Olivier Ngouté, nous allons tous être présents. C'est une très forte délégation qui est attendue, donc, qui va être présente à Lac Mégantic, où des autorités, municipales, vous attendent également. Oui. Pour un grand moment de partage, autour de la ville entière vous attend pour une grande découverte. Vous savez, le Premier ministre du Québec avait révélé tout récemment qu'il y avait une forte concentration des immigrants à Montréal, et tout se passe comme si le Canada s'est limité à Montréal. C'est le temps d'aller découvrir cette belle contrée, et je voudrais vous permettre de suivre un tout petit peu quelques forces vives de cette localité qui nous parlent de cet événement, et c'est avec ça que nous allons sortir. Merci. Merci beaucoup, Franklin et Papé, d'être venus. Je rappelle que vous êtes un éminent entrepreneur, un leader communautaire basé à Ottawa. Vous avez reçu la prestigieuse distinction de l'Ordre d'Ottawa. Vous êtes également homme politique, l'un des tout premiers afro-descendants à postuler pour un poste de conseiller municipal à la mairie d'Ottawa. Mais vous faites également beaucoup d'affaires entre l'Afrique et
le Canada. Nous vous sommes très très reconnaissants d'être venus dans ce studio et merci beaucoup pour tout ce que vous faites et le travail que vous abattez. Merci de m'avoir reçu. Salut à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette édition. Vous n'avez qu'à partager, à liker et surtout à laisser un commentaire si vous êtes inspiré, à dire quelque chose sur cet entretien. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Eco Télévision, la tribune des territoires.